Comment est-ce qu'on passe d'une simple liste de chiffres à une décision qui peut littéralement sauver des vies? Eh bien, c'est toute la magie et toute la puissance des statistiques. Aujourd'hui, on va justement voir comment transformer des données brutes en réponses à des questions vraiment cruciales. On va se construire une sorte de boîte à outils, ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va partir de problèmes très concrets et pour chaque problème, on va découvrir l'outil statistique parfait pour le résoudre. C'est vraiment ça, une boîte à outils pour prendre des décisions éclairées qu'on va assembler pièce par pièce. Le but, à la fin, c'est de savoir exactement quelle méthode choisir pour quelle question. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec un scénario où les enjeux sont énormes. Imaginez un hôpital et les résultats d'un de ses services sont passés au peigne fin. Et la question qui se pose est lourde de conséquences. Une agence de santé régionale est en train de se demander si elle doit fermer ou non un service de chirurgie. On imagine bien la pression, les enjeux, que ce soit pour les patients ou pour tout le personnel médical. Bon, pour pouvoir juger, il faut une référence, un point de comparaison. Et le voilà. Au niveau national, pour ce type d'opération très précis, le taux de mortalité est de 6,4%. C'est notre étalon, la norme à laquelle on va confronter les chiffres de cet hôpital. Et voilà le chiffre qui met le feu aux poudres. Dans cet hôpital précis, sur 300 opérations, on a compté 57 décès, ce qui nous donne un taux de mortalité de 19%. Là, le contraste avec la moyenne nationale, il est plus que saisissant, il est franchement alarmant. Et c'est précisément là que les stats deviennent cruciales. Parce que la question c'est, est-ce que cette différence énorme, c'est juste un coup de malchance, une fluctuation statistique comme il en existe, ou est-ce que ça cache un vrai problème de fond, un problème systémique dans ce service? C'est vraiment le cœur de l'énigme à résoudre. Alors, pour trancher cette question, on a un premier outil super puissant dans notre boîte, le test d'hypothèse. Pour bien comprendre, imaginez un procès. Au tribunal, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il faut des preuves vraiment solides pour déclarer quelqu'un coupable. Eh bien, en stat, c'est un peu la même idée. On a donc deux camps qui s'affrontent. D'un côté, l'hypothèse nulle, qu'on appelle H0, c'est notre présomption d'innocence. Elle dit en gros, circuler, il n'y a rien à voir, le taux de l'hôpital est le même que la moyenne nationale, les différences, c'est du hasard. De l'autre côté, on a l'hypothèse alternative, H1, c'est l'accusation. Elle dit « Non, il se passe vraiment quelque chose. Le taux de mortalité de l'hôpital est bien plus élevé. » Notre boulot, ça va être de voir si les données qu'on a sont une preuve assez forte pour rejeter cette présomption d'innocence et accepter l'accusation. Et là, on a notre pièce à conviction numéro 1, ce chiffre 8,91. C'est ce qu'on appelle la statistique de test. Il faut le voir comme un score qui mesure à quel point l'écart qu'on a observé est extrême ou surprenant. Plus ce score est grand, plus les données de l'hôpital sont, disons, suspectes et s'éloignent de ce qu'on attendait. Ok, mais à partir de quel score on considère que la preuve est assez forte? Eh bien, on fixe un seuil de décision à l'avance. Souvent, on prend 5%, ou comme ici, 1%. Si notre résultat tombe dans cette toute petite zone, cette zone très surprenante, ça veut dire qu'il y a moins de 1% de chance que cet écart soit juste dû au hasard. C'est la zone où on se dit, là, la preuve est quasi irréfutable. Et maintenant, regardons où notre score de 8,91 se place sur ce graphique. C'est sans appel. Il ne fait pas que rentrer dans la zone critique, il la pulvérise complètement. Il est loin, très loin à l'intérieur. Visuellement, ça nous montre de manière éclatante que le résultat de cet hôpital, ce n'est pas du tout une coïncidence. La probabilité que ce soit le fruit du hasard est infinitésimale. Le verdict statistique tombe et il est formel. L'hypothèse nulle est rejetée. En clair, les preuves sont accablantes. Le taux de mortalité de cet hôpital est significativement plus élevé que la norme. Et là, c'est fondamental. La décision d'intervenir, quelle qu'elle soit, ne repose plus sur une simple intuition ou une peur, mais sur une analyse statistique rigoureuse. Très bien, premier outil maîtrisé. Maintenant, changeons de scénario. Imaginons qu'au lieu de comparer un groupe à une norme, une moyenne nationale par exemple, on veuille comparer deux groupes directement entre eux. Disons, pour tester l'efficacité de deux traitements médicaux. La logique de fond, vous allez voir, elle est exactement la même que pour notre histoire de tribunal. L'hypothèse nulle, H0, c'est toujours la paix, l'absence de différence. Les deux traitements A et B se valent, ils sont aussi efficaces l'un que l'autre. Et l'hypothèse alternative, H1, affirme le contraire. Non, il y a bien une différence d'efficacité. On va ensuite donner chaque traitement à un groupe de patients, collecter les résultats et calculer un score pour voir si on a assez de preuves pour rejeter H0. D'accord, mais la vie n'est pas toujours simple. Que se passe-t-il quand on a très peu de données? C'est une situation hyper fréquente, par exemple, dans les premières phases d'une étude ou quand on travaille sur des maladies rares. Là, les outils standards qu'on a vus, ils ne sont plus fiables. Il nous faut un outil de spécialiste. Regardons cet exemple très concret. C'est une étude pilote qui compare deux traitements contre des infections attrapées à l'hôpital.
On a seulement 16 patients au total, c'est minuscule. Dans le groupe A, on voit 6 patients affectés sur 7, c'est énorme. Dans le groupe B, seulement 2 sur 9. À première vue, l'écart semble gigantesque. Mais la question est, avec si peu de monde, est-ce que ce résultat est vraiment fiable? Et voilà notre spécialiste, le test exact de Fisher. Son super pouvoir, c'est qu'il est conçu précisément pour ces situations. Il ne fait pas d'approximation, comme les autres tests. Il calcule la probabilité exacte d'obtenir une répartition des malades comme celle-ci, juste par hasard, si en réalité les deux traitements étaient parfaitement identiques. Le calcul est fait et le test nous donne ce résultat. 0,0406. C'est la fameuse p-value, la probabilité. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y avait que 4,06% de chances d'observer une différence aussi marquée entre les deux groupes si, en vérité, les deux traitements avaient exactement la même efficacité. En général, dans la recherche, le seuil qu'on se fixe est de 5%. Comme notre p-value, 4,06%, est en dessous de ce seuil, on peut rejeter l'hypothèse nulle. C'est une conclusion forte. Ça nous montre que même avec un tout petit échantillon, si l'effet observé est suffisamment puissant, on peut quand même arriver à une conclusion statistiquement valide. Allez, on continue de remplir notre boîte à outils et on monte encore d'un cran en complexité. Que fait-on si on ne compare pas un groupe, ni deux, mais 3, 4 ou même plus de groupes en même temps? Par exemple, si on veut regarder l'efficacité d'un traitement sur des patients qui sont à différents stades d'un cancer. Pour ce genre de mission, il nous faut un outil plus polyvalent, un vrai couteau suisse, c'est le test du Qui2. Il répond à une question simple. Est-ce qu'il y a un lien, une association entre deux variables? Par exemple, le pourcentage de rémission est-il lié au stade du cancer? Pour ça, il va comparer les chiffres qu'on a réellement observés avec ce à quoi on s'attendrait si le stade du cancer n'avait absolument aucun impact. Si le test nous donne un résultat significatif, on peut conclure qu'il existe bien un lien réel entre le stade de la maladie et les chances de guérison. C'est vraiment un outil essentiel dès qu'on analyse des tableaux avec plusieurs catégories. Voilà, on a vu comment des questions très différentes, qui vont de la sécurité dans un hôpital à l'efficacité d'un traitement, peuvent être éclairées et même résolues avec le bon outil statistique. Maintenant, il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça et de bien ranger notre boîte à outils. Finalement, on se rend compte que tout ça suit une démarche assez logique. Étape 1, bien définir la question. Est-ce qu'on compare un groupe à une norme, deux groupes entre eux ou plus de deux groupes? Étape 2, vérifier la taille des données. Est-ce qu'on a de grands échantillons ou des petits? À partir de là, étape 3, on choisit le bon outil dans la boîte. Et enfin, étape 4, qui est peut-être la plus importante, on interprète les résultats avec prudence. Il faut toujours se rappeler que statistiquement significatif, ça ne veut pas dire certitude absolue. Et c'est sans doute là-dessus qu'il faut conclure. Ces outils, ce ne sont pas juste des exercices de maths abstraits. Ils transforment des chiffres en décisions qui peuvent changer des vies. Ils orientent des politiques de santé, ils valident des traitements, leurs conséquences humaines sont profondes. Les utiliser avec sagesse et rigueur, ce n'est pas juste une bonne pratique, c'est une immense responsabilité.